L'engagement fut conclu hic et nunc. Enfin, Passepartout avait trouvé une position. Il était engagé pour tout faire dans la célèbre troupe japonaise. C'était peu flatteur, mais avant 8 jours, il serait en route pour San Francisco. La représentation, annoncée à grand fracas par l'honorable Batulcar, devait commencer à 3 heures, et bientôt les formidables instruments d'un orchestre japonais, tambour et tam-tam, tonnaient à la porte. On comprend bien que Passepartout n'avait pu étudier un rôle, mais il devait prêter l'appui de ses solides épaules dans le grand exercice de la grappe humaine exécuté par des longs nez du dieu Tingu. Ce Great Attraction de la représentation devait clore la série des exercices. Avant 3 heures, les spectateurs avaient envahi la vaste case. Européens et indigènes, Chinois et Japonais, hommes, femmes, enfants, se précipitaient sur les étroites banquettes et dans les loges qui faisaient face à la scène. Les musiciens étaient rentrés à l'intérieur et l'orchestre complet, gong, tam-tam, cliquettes, flûtes, tambourins et grosses caisses, opérait avec fureur. Cette représentation fut ce que sont toutes ces exhibitions d'acrobates. Mais il faut bien avouer que les Japonais sont les premiers équilibristes du monde. L'un, armé de son éventail et de petits morceaux de papier, exécutait l'exercice si gracieux des papillons et des fleurs. Un autre, avec la fumée odorante de sa pipe, traçait rapidement dans l'air une série de mots bleuâtres qui formaient un compliment à l'adresse de l'assemblée. Celui-ci jonglait avec des bougies allumées qu'il éteignit successivement quand elles passèrent devant ses lèvres et qu'il ralluma l'une à l'autre sans interrompre un seul instant sa prestigieuse jonglerie. Celui-là reproduisit, au moyen de toupies tournantes, les plus invraisemblables combinaisons. Sous sa main, ces ronflantes machines semblaient s'animer d'une vie propre dans leur interminable giration. Elles couraient sur des tuyaux de pipe, sur des tranchants de sabre, sur des fils de fer, véritables cheveux tendus d'un côté de la scène à l'autre. Elles faisaient le tour de grands vases de cristal, elles gravissaient des échelles de bambou, elles se dispersaient dans tous les coins, produisant des effets harmoniques d'une étrange caractère en combinant leurs tonalités diverses. Les jongleurs jonglaient avec elles, et elles tournaient dans l'air. Ils les lançaient comme des volants avec des raquettes de bois, et elles tournaient toujours. Ils les fourraient dans leurs poches, et quand ils les retiraient, elles tournaient encore, jusqu'au moment où un ressort détendu les faisait s'épanouir en gerbes d'artifice. Inutile de décrire ici les prodigieux exercices des acrobates et gymnastes de la troupe. Les tours de l'échelle, de la perche, de la boule, des tonneaux, etc. furent exécutés avec une précision remarquable, mais le principal attrait de la représentation était l'exhibition de ces longs nez, étonnants équilibristes que l'Europe ne connaît pas encore. Ces longs nez forment une corporation particulière placée sous l'invocation directe du dieu Tingu. Vêtus comme des héros du Moyen-Âge, ils portaient une splendide paire d'ailes à leurs épaules. Mais ce qui les distinguait plus spécialement, c'était ce long nez dont leur face était agrémentée, et surtout l'usage qu'ils en faisaient. Ces nez n'étaient rien moins que des bambous, longs de 5, de 6, 10 pieds, les uns droits, les autres courbés, ceux-ci lisses, ceux-là verruqueux. Or c'était sur ces appendices, fixés d'une façon solide, que s'opéraient tous leurs exercices d'équilibre. Une douzaine de ces sectateurs du dieu Tingu se couchèrent sur le dos, et leurs camarades vinrent s'ébattre sur leur nez, dressés comme des paratonnerres, sautant, voltigeant de celui-ci à celui-là, et exécutant les tours les plus invraisemblables. Pour terminer, on avait spécialement annoncé au public la pyramide humaine, dans laquelle une cinquantaine de longs nez devaient figurer le char de Jaggernaut. Mais au lieu de former cette pyramide en prenant leurs épaules pour point d'appui, les artistes de l'honorable Batulcar ne devaient s'en mancher que par leur nez. Or, l'un de ceux qui formaient la base du char avait quitté la troupe, et comme il suffisait d'être vigoureux et adroit, Passepartout avait été choisi pour le remplacer. Certes, le digne garçon se sentit tout piteux quand, triste souvenir de sa jeunesse, il eut endossé son costume du Moyen-Âge, orné d'ailes multicolores, et qu'un nez de 6 pieds lui eût été appliqué sur la face. Mais enfin, ce nez, c'était son gagne-pain, et il en prit son parti. Passepartout entra en scène, et vint se ranger avec ceux de ses collègues qui devaient figurer la base du char de Jaggernaut. Tous s'étendirent à terre, le nez dressé vers le ciel. Une seconde section d'équilibristes vint se poser sur ses longs appendices, une troisième s'étagea au-dessus, puis une quatrième, et sur ces nez qui ne se touchaient que par leurs pointes, un monument humain s'éleva bientôt jusqu'aux frises du théâtre. Or, les applaudissements redoublaient, et les instruments de l'orchestre éclataient comme autant de tonnerres, quand la pyramide s'ébranla. L'équilibre se rompit, un des nez de la base vint à manquer, et le monument s'écroula comme un château de cartes. C'était la faute à Passepartout, qui, abandonnant son poste, franchissant la rampe sans le secours de ses ailes et grimpant à la galerie de droite, tombait aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Ah, mon maître! Mon maître! Vous! Moi! Eh bien, en ce cas, au paquebot, mon garçon. Mr. Fogg,
Miss Aouda, qui l'accompagnait, Passepartout, s'étaient précipités par les couloirs au dehors de la case. Mais là, ils trouvèrent l'honorable Batulcar, furieux, qui réclamait des dommages-intérêts pour la casse. Phileas Fogg apaisa sa fureur en lui jetant une poignée de banknotes. Et à 6h30, au moment où il allait partir, Mr. Fogg et Miss Aouda mettaient le pied sur le paquebot américain, suivi de Passepartout, les ailes au dos, et sur la face ce nez de 6 pieds qu'il n'avait pas encore pu arracher de son visage.